Tout d'abord, d'émotions positives. Du point de vue hédonique, le bonheur peut se concevoir comme l'accumulation de moments de bien-être et le maintien au plus bas niveau possible des moments de mal-être. Plus j'expérimente de moments de plaisir et ou d'émotions positives, la joie par exemple, et plus au total ma vie aura été heureuse. Une façon de ressentir des émotions positives est d'avoir des évaluations positives de soi-même et de sa vie passée. Cependant, lorsque les gens évaluent leur niveau de bonheur en se basant sur les souvenirs de ce qu'ils ont vécu, leur jugement est souvent biaisé par les mécanismes du fonctionnement de la mémoire. De sorte que certains psychologues considèrent qu'il convient de distinguer le bonheur tel qu'il est évalué et le bonheur tel qu'il est réellement ressenti. Faute de quoi, les individus croyant agir en vue d'un plus grand bonheur pourraient finalement faire des choix qui les rendront moins heureux. Un deuxième élément constitutif du bonheur, ce sont les relations positives. Les premiers Grecs avaient déjà remarqué que des relations satisfaisantes avec les autres étaient un pilier de l'accès au bonheur. Cette intuition a été confirmée par la psychologie moderne, certains considérant même que le besoin de reconnaissance et d'affiliation pourrait faire partie des besoins psychologiques fondamentaux. Nous parlons ici du besoin d'être connecté à d'autres personnes, d'avoir le sentiment d'appartenir à une communauté. Troisième élément, le sens de la vie. Selon le psychiatre autrichien Viktor Frankl, survivant des camps nazis, la capacité à donner un sens à ce qui nous arrive est un élément clé pour aider la survie, y compris dans les conditions extrêmes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains individus sont capables de donner un sens à ce qu'ils vivent alors même qu'ils sont aux portes de la mort. Cette capacité leur confère un potentiel de bonheur considérable, tandis que d'autres personnes, à qui toutes les circonstances extérieures semblent favorables, sombrent dans la dépression. Trouver un sens à ce que nous vivons est quelque chose d'éminemment individuel. Trouver un sens à sa vie, c'est fondamentalement nous relier à quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que l'ego. L'engagement maintenant. Une vie pleine et heureuse suppose d'y être engagé, de participer activement à sa vie, de n'être pas un simple spectateur. Selon le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, s'engager dans une tâche qui correspond à ce que l'on est capable et désireux de réaliser, par exemple faire du ski, jouer à un jeu vidéo, jouer à un morceau de musique, convaincre un auditoire, un tel engagement donc se traduit par un état d'absorption dans l'instant présent, où l'individu tend à s'oublier, à perdre la notion du temps, ce qu'on appelle être dans le flux. Ces états d'expérience optimale conduisent alors l'individu, lorsqu'il y repense, à trouver l'activité plaisante pour elle-même. Il la recherche alors spontanément, ce qui le motivera par exemple à s'entraîner. Ainsi, à long terme, les individus parviennent à de très hauts niveaux de performance dans certaines activités. Ce qui nous amène naturellement à une autre source de bonheur, l'accomplissement. En effet, certains individus se réalisent au travers de leur vie professionnelle ou de l'atteinte de buts sportifs ou associatifs, etc. Ce qui correspond à un autre besoin fondamental de l'individu, le besoin de compétence. L'individu qui réalise des accomplissements se prouve par là même qu'il est compétent. Il satisferait ainsi un besoin fondamental. Dans la conception du psychologue Martin Seligman, l'accomplissement peut même posséder un statut encore plus radical. Certains individus tireraient satisfaction de la victoire pour elle-même, vaincre pour le seul plaisir de vaincre. Seligman décrit ainsi deux types de joueurs de bridge. Celui qui joue pour s'améliorer et apprendre, répondant ainsi aux besoins de compétence, et celui qui ne joue que pour gagner. L'autonomie maintenant. Un autre besoin fondamental de l'humain est le besoin d'autonomie, le besoin d'avoir le sentiment d'être la source de nos propres comportements, d'agir librement et conformément à nos propres valeurs. De nombreux travaux montrent que les gens ont besoin de se sentir autonomes pour être heureux.
que l'impression d'être un pion contrôlé de l'extérieur nuit au bonheur. Il a été montré sur des élèves russes ou américains que ceux dont les parents et enseignants soutiennent l'autonomie ressentent plus de bien-être. Un modèle classique du bien-être psychologique eudémonique considère d'ailleurs l'autonomie comme un des 6 principaux facteurs de bien-être. La croissance personnelle, maintenant, ce déterminant du bien-être correspond au sentiment de se voir comme étant en train de réaliser son propre potentiel, d'être en croissance, de voir ses comportements s'améliorer au fil du temps, par opposition au fait de se sentir stagné, en incapacité de s'améliorer. Bien, au-delà, d'autres facteurs du bonheur sont les dispositions stables. Il existe des éléments stables de la personnalité individuelle que l'on appelle des dispositions. Certaines ont une origine génétique et il n'est pas toujours facile d'agir pour les changer. Parmi ces dispositions, il existe une propension au bonheur qui semble être réglée différemment pour chaque individu. Certains ont tendance à être généralement heureux, d'autres à être généralement moins heureux. Le constat est que lorsque survient un changement important de la situation, le niveau de bien-être est perturbé, mais pour un temps seulement. Par exemple, l'individu qui démarre une relation affective satisfaisante, qui obtient une promotion, qui gagne une somme importante au loto, etc. Cet individu verra dans un premier temps son niveau de bien-être très amélioré. Mais si on le mesure 2 ans plus tard, son niveau de bien-être sera souvent revenu dans une région proche de celui qu'il avait au départ. De même, l'individu qui subit le décès d'un être cher verra son niveau de bien-être très dégradé. Mais 2 ans plus tard, son bien-être sera souvent, pas toujours, revenu à un niveau assez proche de ce qu'il était au départ. Une autre disposition importante pour le bonheur est l'optimisme. L'optimisme modéré, s'il est réaliste au regard de la situation, s'accompagne généralement d'un niveau de bien-être plus élevé. Les psychologues de la personnalité vont donc étudier les dispositions qui, comme l'optimisme, prédisent un niveau élevé de bien-être. Ces dispositions sont cependant généralement difficiles à modifier. Or, ce qu'on aimerait bien faire, c'est justement transformer les choses de façon à être plus heureux. Comment faire ?